Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Abolition de la peine de mort pour apostasie au Soudan. Une initiative du gouvernement qui estime que cette loi contribue à fragiliser la paix et la stabilité dans le pays. En Zambie, le gouvernement envisage de réglementer le secteur aurifère artisanal, un secteur resté trop longtemps dans l'informel. Le gouvernement achètera de l'or aux mineurs à travers la société ZCCM. Et enfin, retour du fabricant de chaussures Bata au Nigeria. Le géant tchèque s'est implanté à Abuja avec une nouvelle usine d'une valeur de plusieurs millions de naira. Mais tout d'abord, le groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye tient ce jeudi 11 mars au Congo une réunion consacrée à l'examen de la situation en Libye. Objectif, construire les piliers du forum de réconciliation interlibyen que l'UA souhaite organiser sur le continent africain. Après la démission de l'émissaire de l'ONU en Libye, Hassan Salamé, le 2 mars dernier, l'UA n'a pas perdu sa détermination et continue son combat pour ramener la paix en Libye. 4 pays sont conviés à cette réunion, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et le Tchad. L'ONU et la Commission de l'Union africaine participeront également aux pourparlers. Ils devront notamment réfléchir à la liste des participants à l'occasion de ce futur forum. Une question jugée complexe selon une source de l'UA, car l'institution souhaite mobiliser un grand nombre d'acteurs. Au Soudan, le gouvernement de transition souhaite améliorer la liberté religieuse. L'État envisage une abolition de la loi concernant la peine de mort pour apostasie. Le gouvernement a également abrogé une loi qui accordait les forces de l'ordre à utiliser leur autorité pour faire respecter des enseignements moraux et religieux. D'après les autorités, ces lois alimentaient l'instabilité sociale dans le pays. Les précisions de Nelly Claude-Bessa. Dans le cadre des efforts menés pour améliorer la liberté religieuse au Soudan, le gouvernement de transition envisage d'abroger la loi sur l'apostasie dans le code pénal. En supprimant la peine de mort pour apostasie, les autorités l'ont remplacée par une disposition criminalisant l'excommunication. La loi abrogée, selon le ministère de la Justice du pays, contribue à fragiliser la paix et la stabilité sociale au Soudan. En votant de telles lois, cela permet de renforcer l'état de droit et notamment de renforcer les libertés individuelles. Donc cette loi intervient dans un tel contexte géopolitique international où le Soudan a besoin des partenaires au plan régional et également au plan international. Et le Soudan ne peut relever de tels défis sécuritaires que si le Soudan est accompagné par la communauté internationale. Avec la révocation de l'apostasie au Soudan, le gouvernement illustre que la déclaration constitutionnelle établie ne fait plus référence à la charia, loi islamique. Les autorités de transition prévoient également abroger la loi qui accordait l'autorité aux forces de l'ordre pour faire respecter des enseignements moraux et religieux tels que l'habillement des femmes. Des mesures qui, selon les observateurs, démontrent le potentiel du pays à devenir une nation transformée. Le Soudan est dans une transition politique, sociale et même économique, avec des tensions budgétaires, la hausse des prix en interne et une demande sociale qui est très forte. Le gouvernement actuel, donc de telles lois qui rendent le cadre notamment de renforcement de la confiance entre les différents partenaires et le Soudan ne peut que accélérer le processus de normalisation politique, économique et sociale actuellement que le Soudan cherche depuis quasiment quelques mois. Soulignons que depuis le renversement de l'ancien président Omar el-Béchir en avril 2019, les autorités de transition militent pour la levée des sanctions américaines pesant contre le Soudan. Il s'agit notamment du retrait du pays de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme depuis 1993. Le Maroc compte élargir son réseau d'investisseurs en misant sur ses infrastructures. Un projet de construction routier est actuellement en cours dans le pays pour fluidifier les échanges commerciaux. Pour mener à bien ce projet, le gouvernement envisage des stratégies de financement. Ange Bijounomenio. Le Maroc se pose dans une démarche d'ouverture commerciale. Le pays mène depuis quelques années une politique d'échange avec le reste du continent. Un projet de construction routière est actuellement en cours dans le royaume pour développer cette politique. Nous avons lancé une belle infrastructure. Donc on a la possibilité en arrière-plan de créer donc des plateformes logistiques qui pourront abriter les produits africains moyennant des transformations adaptées qui permettent bien sûr d'écouler ces produits dans les marchés africains et bien sûr dans les marchés internationaux. Mais disons, nous avons besoin de fluidifier davantage les réseaux logistiques
entre les différents pays. Pour mener à bien ce projet routier, le Maroc doit injecter beaucoup de fonds. Des stratégies de financement public et privé ont été mûries pour permettre au pays de trouver les financements nécessaires, notamment au sein de la zone de libre-échange continentale. Il y a un problème à gérer, c'est le financement. Dieu merci, aujourd'hui, on pourra penser à des types de financement basés sur le partenariat public-privé. Et une des solutions, c'était bien sûr l'investissement dans le domaine routier ferroviaire, mais aussi de création, ce que nous avons besoin de créer dans les différentes régions, ce qu'on appelle les plateformes logistiques pour le produit africain. Les perspectives économiques à moyen terme du Maroc restent favorables et la croissance du produit intérieur brut réel devra rebondir à 3,7% en 2020 et s'établir à 3,9% à partir de 2021. La position géographique stratégique du royaume chérifien peut servir de hub de projection pour les entreprises étrangères désireuses d'opérer ou s'établir en Afrique. En Zambie, le gouvernement envisage de réglementer le secteur aurifère artisanal à travers la ZCCM, une société d'investissement zambienne. Le gouvernement commencera à acheter de l'or aux mineurs. La compagnie prévoit également l'installation de centres d'achat d'or qui seront situés à proximité des gisements. Victoria Seji. En Zambie, le gouvernement veut appuyer la production artisanale d'or à travers la société d'investissement ZCCM Investment Holdings. L'exécutif achètera de l'or aux mineurs artisanaux. La décision s'inscrit dans une politique visant à réglementer enfin le secteur, resté trop longtemps dans l'informel. En 2015, la Zambie s'est dotée d'un nouveau code minier, lequel demande à accroître le recours à des locaux par les compagnies minières. La Zambie est un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Le conseil que je pourrais donner au gouvernement, ça sera de penser à la promotion. Parce que quand vous allez simplement collecter leur production, vous repartez vendre à 10, 20, 40 fois le prix de collecte. Vous ne leur reversez plus rien en retour. On a vu ça avec le cacao et le café. On allait récupérer sa borchamp, on vendait à 2000 francs alors qu'on achetait le kilogramme à 100 francs. La décision devrait aussi permettre de mieux équilibrer et stimuler le secteur minier qui représente 12% du produit intérieur brut. La Zambie vise en 2020 40 000 kg d'or produit grâce aux mineurs industriels à petite échelle, mais également à l'or extrait par les mineurs artisanaux. C'est une très bonne chose que l'État envoie donc directement ses agents au plus près, tel que quand ça sort déjà, si c'est la mine de l'or alluvionnaire, rapidement on a le temps de collecter. Si c'est de la mine un peu plus solide, on a le temps de collecter également, ce qui est une très bonne chose. Le prix d'achat offert par la société n'a pas encore été révélé, mais la ZCCM Investment Holdings proposera une expertise technique aux mineurs artisanaux. Elle leur donnera également l'accès aux usines de traitement. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'engagent à préserver la biodiversité du lac Kivu. Un accord a été conclu entre les deux pays pour assurer une exploitation sûre du méthane du lac. Les deux États mettront en place des mécanismes qui permettront de surveiller les travaux d'exploration et de développement de façon à réduire les risques d'explosion du gaz. Les précisions d'Anneli Claude Bessa. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord cadre destiné à surveiller l'exploitation du méthane et à protéger la biodiversité au niveau du lac Kivu, situé à la frontière entre les deux pays. Cet accord de collaboration transfrontalière vise à renforcer les normes de sécurité liées à l'exploitation du méthane et des ressources gazières afin de réduire les risques d'explosion de gaz et de préserver la stabilité de l'équilibre de l'environnement. Les opportunités offertes par l'exploitation du méthane issu du lac Kivu vont permettre aux deux pays de profiter de façon optimale à une nouvelle source de production énergétique et ça va permettre de protéger la flore et la biodiversité qui est en péril autour du lac. Les études réalisées sur le lac font état de ce que le méthane de cette étendue d'eau a une capacité de production de 700 MW d'électricité sur une période de 55 ans. Le Rwanda envisage de transformer ce combustible en gaz de cuisson pour réduire sa dépendance à l'égard du bois de chauffage de 80 à 40% d'ici 2024. La décision d'exploiter ce méthane pour le transformer en diverses ressources, y compris principalement l'énergie électrique, est une décision qui va nécessairement encourager l'industrialisation des zones riveraines du lac Kivu, qui va aussi favoriser la création d'emplois locaux, qui va réduire le chômage et l'oisiveté des jeunes.
Pour l'heure, les deux pays s'activent pour une exploitation sûre du méthane dans le lac Kivu pour un développement durable dans la région des Grands Lacs. Bata, le célèbre fabricant de chaussures, fait son retour au Nigeria. Présente dans 70 pays, l'entreprise tchèque a ouvert une nouvelle usine d'une valeur de plusieurs millions de naira dans la capitale fédérale Abuja. L'objectif, revaloriser la production nationale de chaussures. Gladys Mwamba. L'industrie de la chaussure reprend sa course au Nigeria avec le retour du fabricant de chaussures Bata. Le cordonnier d'origine tchèque, basé en Suisse, avait quitté le pays dans les années 1980. Mais Bata Nigeria a signé son grand retour fin 2019 avec une nouvelle usine d'une valeur de 350 millions de naira implantée dans la capitale fédérale Abuja. Le but, donner du galon à la production locale de chaussures au Nigeria. Le fossé s'est creusé pour remplir la production de chaussures en grand volume et en grande quantité. Si vous regardez la population du Nigeria, elle a augmenté au moment où Bata a quitté le pays. La population était légèrement supérieure à 60 millions et aujourd'hui, nous sommes plus de 200 millions, donc les opportunités de marché sont flagrantes. Le retour de Bata Nigeria entre dans le processus du Made in Nigeria, entamé par le gouvernement depuis quelques années. Une centaine d'artisans, tous locaux, sont employés dans cette usine qui peut produire plus de 500 000 chaussures par an. Une production portée par l'industrie du cuir, nouvelle mine d'or du pays, susceptible de devenir une clé de croissance industrielle, pouvant générer plus de 700 000 emplois. Nous avons du cuir sur place. Il n'y a aucune raison pour que la chaîne de valeur du cuir ne soit pas complète ici. Il n'y a aucune raison pour que nous exportions du cuir. Nous pourrions le faire parce que nous gagnerions de l'argent. Mais nous ne le faisons pas car nous avons le pouvoir de compléter la chaîne de valeur ici. Et nous y parvenons parce que les fabricants de chaussures le font. Et Bata devrait pouvoir le faire aussi d'une manière plus importante, voire beaucoup plus importante. Le Nigeria mise sur sa production locale pour proposer des produits de qualité à des prix abordables. Bata Nigeria couvre ainsi un éventail de prix variant d'un peu plus de 6 000 naira, soit $16 pour des chaussures d'enfants, à 34 000 naira, soit $111 pour des bottes en cuir. Nous partons maintenant à la rencontre du Malien Sidi Ould Amin. En 2012, il s'était réfugié au Burkina Faso en raison des affrontements entre djihadistes armés et forces gouvernementales. En 2017, Sidi Ould Amin est retourné au Mali où il s'est reconstruit. Après une formation professionnelle, il a même créé sa propre entreprise de couture, Aïssatou Diamanka-Besland. C'est le Burkina Faso qui lui avait ouvert ses portes. Sidi Ould Amin avait alors fui son pays en 2012 lorsqu'un conflit a éclaté à cause des affrontements entre djihadistes armés et forces gouvernementales. Un conflit qui avait provoqué le déplacement de plus de 130 000 personnes. Après plus de 5 ans d'exil, Sidi est finalement rentré en 2017 avec sa famille pour s'installer à Mopti, la Vénus du Mali, située au centre du pays. Son objectif, reconstruire sa vie confortable d'avant, détruite par le conflit. On est devenus comme des pauvres. Avant, on était bien, mais après ces drames, saccagation, la grève et consorts, bon, on n'a rien. Sidi Ould Amin a créé sa propre entreprise de couture. Il met à profit les compétences acquises dans son camp de réfugiés au Burkina Faso, où il a été formé au métier de la couture. Grâce à une formation professionnelle, il forme désormais des jeunes issus de communautés défavorisées, les aidant ainsi à acquérir des compétences en tant que couturier. Les jours qu'ils ont dit qu'il y a coupe-couture, moi j'ai dit que c'est ce que je préfère. Parce qu'à la maison, il y a des habits des enfants, ils sont déchirés. C'est devenu une petite école aussi, vraiment. Ça empêche les enfants d'aller ailleurs, ça empêche les enfants d'être vagabonds, d'être une autre chose. Pour rappel, l'armée malienne, en collaboration avec les forces françaises, avait repoussé en 2013 les djihadistes liés à Al-Qaïda qui s'étaient emparés du nord du Mali. Une crise sécuritaire s'en était suivie qui avait déstabilisé le pays, créant de facto des divisions ethniques dans la région.
Les pays voisins, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso, avaient accueilli les Maliens qui fuyaient à cause de l'insécurité. Cependant, malgré la menace persistante, quelques 70 000 Maliens ont choisi de rentrer dans les zones stables du pays, comme Mopti. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.